On va parler de la tendance du marché, on va parler de la carte bleue, de la levée de fonds et de la Tesla à gagner. Oui, possiblement une Tesla à gagner, et ce dans l'interview de Cyrus Faisal qui est le CEO de Swissborg. Swissborg, c'est un SEX, une plateforme centralisée, et je me suis dit ce serait intéressant de le recevoir, lui qui gère une plateforme centralisée, vu que ces plateformes-là sont dans le collimateur actuellement. Donc je lui ai posé mes questions, mais également certaines questions que vous m'avez proposées sur Instagram, mais également sur Twitter. Et vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, réagir en temps réel dans l'interview en laissant un petit commentaire. Et on se retrouve comme d'hab à la fin de la vidéo pour un petit débrief. Allez, c'est parti. Hello Cyrus, merci à toi d'être sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Swissborg, la boîte que tu gères. Justement, alors il y a pas mal de personnes de la communauté, parce que j'ai déjà eu l'occasion de parler de Swissborg sur ma chaîne, mais je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu sur l'histoire des Swissborg en quelques mots et en quoi ça consiste pour ceux qui ne connaissent pas encore le service. Si tu peux présenter un petit peu, te présenter toi et présenter Swissborg. Parfait, mille merci à toi, John, de m'inviter, c'est vraiment cool. Et puis bonjour à toute la communauté. Je pense que chaque entrepreneur a toujours une histoire et cette histoire en général, elle vient d'une frustration ou d'un rêve ou un mélange des deux. Je pense que c'est toujours un peu ce qui vient. Et en ce qui me concerne, moi je suis d'origine iranienne et suisse et j'étais une famille très noble qui a tout perdu. Et j'ai vu mon enfance aux États-Unis puis en France, voir que ma famille perdre un peu toute leur fortune. Et après ça, je me suis dit, bon, pour que je sois vraiment heureux, il faut que j'aille dans le wealth management parce que la gestion de fortune, finalement, c'est ça qui te permet potentiellement d'être fortuné de nouveau. Et je pense que là où j'avais pas très bien compris, où j'avais pas très bien compris ce que c'était la fortune. Je pensais que la fortune, c'était de l'argent. Et petit à petit, après avoir travaillé 8-10 ans, pareil qu'Anthony Le Soimier, qui a une histoire assez similaire et différente à la fois, et on a rendu compte que être millionnaire, c'est pas avoir 1 million d'euros, 1 million de dollars ou 1 million de francs suisses sur compte en banque, mais c'est d'aider 1 million de personnes. Et c'est là on s'est dit, je sais pas, en 2016, comment on pourrait vraiment avoir ce rêve de démocratiser vraiment la gestion de patrimoine, la gestion de fortune pour monsieur tout le monde. Et jusqu'à 2016, on regardait tous les différents business models, toutes les différentes technologies, puis en fait, il y a rien qui se faisait. Et tu pouvais juste être une petite application parmi une banque, parmi une infrastructure. Et quand on a vu en fait le pouvoir qu'avait Bitcoin, mais surtout en fait le rêve de ce que allait construire des applications par-dessus Ethereum, on s'est dit, en fait, là, on peut vraiment distribuer, toucher en fait les prochains millions, les prochains milliards de personnes à travers cette technologie-là. Et c'est là que l'idée de Swissborg est devenue, qui était un peu de redesigner un peu ce que c'était une plateforme de gestion de patrimoine, une plateforme de gestion de fortune, à travers la technologie de la blockchain et à travers l'éthique aussi de la blockchain qui est très importante, qui est toujours très communautaire. Et aujourd'hui, on a un écosystème dans lequel on a une app qui permet d'acheter, vendre ses cryptos au meilleur prix, qui permet de staker, yielder avec le risque, ça permet de construire leur portefeuille avec des index, très les thématiques, et petit à petit on est en train de lancer les launchpads et plein de différents layers qui permettent de reproduire ce que les super riches ont toujours eu ou les banques ont eu, mais que très rarement l'individu a pu se permettre d'avoir, et pour toucher le plus grand nombre de personnes. Ok, cool. D'ailleurs, j'avais une question, j'avais posé à ma communauté quelques questions sur Instagram. Il y en a une qui est revenue, et d'ailleurs, tu parlais des États-Unis, toi qui as vécu aux États-Unis. Pour l'instant, Swissborg est disponible dans quel continent ou dans quel pays? Les États-Unis, pour l'instant, c'est pas possible. Est-ce que ça va venir? Donc, clair et net, le Genèse, qui était notre ICO, donc Initial Coin Offering, c'était en 2017-2018. On a eu 149 pays. Et puis, on s'est dit, c'est génial, tout le monde qui a investi finalement. Après, on s'est vite compris que c'est très difficile finalement, avec la crypto, de pouvoir, en tout cas, offrir nos solutions au monde entier. Donc, on s'est dit, on s'est spécialisé au départ en Europe. Aujourd'hui, on est assez fort en tout ce qui est la francophonie. On est assez fort aussi en UK, puis le reste de la Suisse.
Et puis, on essaie de plus en plus, voilà, de grandir en Europe. Je pense qu'il y a clair et net une envie aussi de grandir dans les Émirats Unis aussi, parce qu'il y a plein de gens de la communauté. Tout ce qui est en dehors, en revanche, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Asie. Alors, on n'offre rien aux États-Unis parce que c'est vraiment un pays à part entière. Alors, on offre quelques services au Canada, on offre quelques services aussi en Amérique latine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, notre gros marché est l'Europe, ça restera l'Europe. Puis j'espère par la suite, on va réussir à grandir dans différents pays. Et puis je pense que ça sera, ouais, les États-Unis, ça peut être un marché incroyable. Mais on sait très bien qu'avec, si on va aux États-Unis, il faudra vraiment pas juste arriver avec ses sandales et penser que ce pays va s'ouvrir, mais vraiment arriver avec une grosse équipe et être régulé et ainsi de suite. Donc ça prendrait beaucoup de temps, je pense encore. Ok, ouais, je le vois moi au quotidien que les États-Unis, c'est vraiment un pays à part sur tous les points. Et c'est difficile de s'implanter ici. Et en plus, pour un échangeur de crypto, je le vois encore plus. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se cassent les dents à essayer de venir s'installer aux États-Unis. Bref. Mais je crois Euh, que d'ailleurs là-dessus, si je ne me trompe pas, peut-être je crois ouais, que même Coinbase, dans 13 États, ils sont toujours pas éligibles à offrir leurs services. C'est ouais, Coinbase. ouais. Après, on sait très bien que les États-Unis n'a pas besoin d'être dans les 50 États. Il Hmm. suffit quelques États pour couvrir un gros marché. Mais ouais, c'est très complexe comme marché. Donc, Ouais, parce qu'il faut s'implanter aux États-Unis, puis après, chaque État est différent de l'un de l'autre. Et chacun ses lois et ses avantages et ses inconvénients, on va dire. exactement. Euh, pour parler un petit peu de l'ambiance du marché, là, on sait que voilà, on est en train de taper vraiment dans le dur. Il y a beaucoup de tensions sur le marché avec ce qui s'est passé avec les FTX sans les citer, ou Luna, etc. Le marché, il est très dur en ce moment. Beaucoup de personnes de ma communauté, je pense qu'ils sont en train de faire un stress test en quelque sorte par rapport à ça, par rapport à leur investissement, par rapport à leur mindset. Comment toi, tu sens un petit peu le marché? Quelles sont les répercussions aussi sur Swissborg? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de l'ambiance Ouais. générale en ce moment? Donc oui, il y a vraiment les quatre différentes saisons et je dirais que c'est clair et net depuis Q2 de cette année jusqu'à maintenant. Ben le système a été testé. On voit que ben il y a plein de contreparties qui ont malheureusement fait faillite et ça vient toujours un peu de la même raison. C'est qu'il y a un manque de due diligence, il y a un manque de compréhension où va le yield et le yield marche très bien si c'est dans le DeFi, si c'est dans le staking, si ça va dans les stratégies qui sont très complexes et dans lesquelles on comprend pas vraiment ce qui est derrière, ben très souvent ça marche très bien jusqu'au Black Swan. Et là on l'a vu malheureusement avec Throughout Capital, on l'a vu avec Alameda et l'effet de contagion a été assez énorme. Et c'est triste. Mais en même temps, c'est une bonne leçon qui va permettre toujours au space d'évoluer et des gens aussi de comprendre en fait. Et ce qui est génial, de voir, c'est que souvent on dit ouais, mais les petits épargnants, c'est eux qui perdent tout et tout. Pas du tout. Là, honnêtement, tout le monde a perdu au plus haut niveau, jusqu'aux, c'est-à-dire les super soi-disant investisseurs les plus qualifiés, les plus intelligents, à monsieur tout le monde. Et c'est ça qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment comprendre, travailler avec des acteurs qui sont régulés, travailler avec des acteurs qui sont transparents, et aussi travailler dans le fait de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec ces investissements. Et si demain quelqu'un dit bah donne-moi tes cryptos, d'ailleurs je te donne un rendement de 15% et tu sais pas d'où vient ces 15%, bah tu sais très bien qu'il y a quelque chose de douteux qui est derrière. Et je pense que c'est ça qui va permettre à faire évoluer. Et puis dans le monde de l'investissement, bah c'est la même. Si tu offres demain une obligation de rendement d'une société, tu comprends quel a été le rating qui a été fait, tu vois derrière ce qu'il en est de la société. Si quelqu'un offre de l'arbitrage, ben, tu investis dans un fonds d'investissement et tu n'investis pas dans un produit de dette, ça fait aucun sens. Produit de dette, en principe, ben, c'est pour subvenir à un vrai besoin, une vraie société en fait. Mhm.
Et là, c'est clair qu'aujourd'hui, on l'a vu avec Celsius, ils ont malheureusement mal compris. On l'a vu avec plein de différentes sociétés, qu'aujourd'hui, malheureusement, ils ont fait les mauvais choix et de ce fait-là, ils sont plus partis ils sont tous en Chapter 11, c'est fate, quoi. Hmm. Et justement, si on parle un petit peu de Swissborg, l'évolution ces dernières années, alors moi, ça fait 2 3 ans que j'utilise la plateforme. Au début, il y avait très peu de coins. Vous avez rajouté au fur et à mesure des coins. Et après, vous avez justement, en parlant de yield, vous avez rajouté cette possibilité de faire du yield, faire du rendement sur ces crypto-monnaies-là. Est-ce que tu peux nous expliquer deux choses? C'est-à-dire, comment fonctionne justement ce yield tu disais que la compréhension était importante pour savoir où est-ce qu'on mettait notre argent. Et aussi, qu'en est-il au niveau des garanties des fonds de Swissborg, justement, quelles garanties nous, on a, utilisateurs, à mettre notre argent sur Swissborg? Ouais. Déjà, ce qui est vraiment important, et c'est vrai que nous, on avait eu un peu la naïveté au départ, c'est que nous, on a construit l'application, on a dit, tous les fonds de chaque utilisateur sont ségrégés. Parce que quand tu crées un compte chez Swissborg, en fait, c'est comme une blockchain, c'est très similaire. Tu as donc ton identifiant est relié pareil, à une private key, la private key qui peut être downloadée ou pas par l'utilisateur. Et en fait, nous, on peut vraiment rien faire avec les fonds. C'est à l'utilisateur lui-même de dire ce qu'il doit faire. Et il y a un hash qui est fait, sauf que forcément c'est pas public, parce qu'aujourd'hui c'est pas une blockchain publique. Mais on a fait exactement la même chose. Pour le yield, au départ, on s'est dit ce qu'on va faire, c'est en attendant de vraiment arriver à notre vision, qui était de dire tu as des opportunités différentes tous les jours sur différents cryptos, et c'est à toi de choisir où est-ce que tu veux déposer, faire du staking, faire du farming et ainsi de suite. Et avoir différentes stratégies aussi, peut-être centralisées par la suite, mais comprendre en fait quel est le risque et quelle est la liquidité derrière. Et au départ, on n'avait pas toutes ces possibilités-là, donc on s'est dit on va pas faire du lending. Pourquoi on va pas faire du lending? Parce que le lending, on peut pas assurer une liquidité de 24 heures. Ça, on le sait. On savait de base. Donc du coup, on a dit tout ce qui est Celsius et tous les autres plateformes, en fait, on ne pourra pas le faire parce que en fait, le lending, c'est comme je disais, tu peux faire du lending à différentes sociétés. En revanche, dès qu'il y a une liquidity crisis, une crise de liquidité, pardon, qu'est-ce qui se passe? T'as jamais un pullback de ton argent. Donc on s'est dit, on va spécialiser seulement sur le DeFi, seulement sur les protocoles qui sont liquides, seulement les protocoles dans lesquels on fait confiance, et seulement les protocoles dans lesquels on est très proche d'eux, point de vue technique, et on connaît bien les sociétés qui sont derrière, comme Aave, Quimpan, et d'autres différentes sociétés. Et c'est comme ça qu'on a commencé à offrir le yield, et c'était un panier de différents yields que tu pouvais faire, et toujours d'essayer de minimiser le risque et offrir un return qui était important. Et au départ, si tu te rappelles bien, t'avais des taux qui étaient génialissimes de fin 2020, 2021. Puis ces taux, ils ont commencé à gentiment à régresser. Et tu voyais tous les compétiteurs, eux non, ils restaient toujours à 15%, 20%. Et on se disait, mais ça fait vraiment plus de sens ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on accentue l'effort cette année en 2022 pour dire à chaque utilisateur, si tu veux aller sur une stratégie un peu plus risquée, tu peux, mais tu dois comprendre ce qu'il en est. Je crois que c'est sorti seulement cet été, donc on a pris du retard, mais en gros aujourd'hui, si tu veux aller sur Stargate, avec ton USDC, t'as un certain risque qui est bien nettement supérieur à celui-là si tu vas sur, par exemple, Aave ou Pancake ou une autre plateforme qui a été plus testée. Donc l'idée qu'on veut offrir de plus en plus, c'est de dire, en fonction de ton risque, il y a différentes plateformes dans lesquelles tu peux avoir un yield. Ensuite, l'offre numéro 2, c'est de dire, tu vas pouvoir faire du rendement aussi basé sur le risque, mais aussi sur le temps. Donc, si tu as une liquidité journalière ou c'est une liquidité mensuelle ou annuelle, c'est un investissement qui est très différent. Et ça, je pense que ça sera vraiment le futur et le standard, je pense, pour tout ce qui est earn et tout ce qui est yield. Et on aimerait de plus en plus aussi rapporter le monde de l'économie réelle
Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu le but de Swissborg, c'est toujours un mélange de ces deux mondes, le monde de DeFi et le monde en fait de l'économie réelle. Et je pense que ça va plaire de plus en plus à la communauté. Et puis, bah, finalement, ouais, comprendre d'où vient le rendement et quel est le risque sur le rendement et quelle est la liquidité sur le rendement. Justement, ça me vient au point, j'ai fait un interview avec Benzu de Bybit. Je lui parlais du rapport du BitDAO, leur token natif par rapport à la plateforme Bit. Et, Ouais. et justement, quelle était la différence entre le BitDAO de Bybit et le FTT de FTX? Même question pour toi. Le CHSB, le token natif qui a beaucoup d'avantages, en quoi est-il différent du FTT? Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots un petit peu comment il fonctionne et quel lien il a avec la plateforme, réellement la plateforme Swissborg? Ouais, ouais, c'est une très bonne question. Je pense que les native tokens pour les différentes plateformes, c'est la base de n'importe quel protocole de blockchain et je pense que c'est vraiment important que ça existe. Je sais qu'aujourd'hui, on pose souvent la question, ah, si tu as un SEX ou si tu as un DEX, est-ce que ça fait du sens d'avoir ton token? Bah, si t'as pas de token, c'est difficile à vraiment justifier, je trouve, aujourd'hui, ton but. Peut-être que par la suite, il y aura les moyens, mais aujourd'hui, j'y crois moyen. Ce qui, par contre, très important, comme je disais, c'est de ne pas pouvoir permettre à la société de commencer à emprunter basé sur le staking de son token natif. Et en revanche, laisser, tu vois, demain, des gens avoir leur CHSB stacké dans un protocole et pouvoir apporter un yield ou pouvoir potentiellement emprunter, ça a toujours été quelque chose qu'on a voulu vraiment faire. Donc on s'est rapproché d'AV maintes fois. On a juste vu qu'on n'avait pas la liquidité en fait. On n'a jamais vraiment eu la liquidité qui était vraiment bonne. Et je parle pas dans les bons moments. Il faut toujours voilà, comprendre la liquidité dans les mauvais moments. Et de ce fait-là, en fait, on n'a jamais encore aujourd'hui eu la possibilité où nos utilisateurs peuvent staker leur CHSB et emprunter sur cette base. Parce que pourquoi? Si demain le CHSB se plante, tu as un margin call qui arrive. Le margin call, ça fait quoi? Ça fait que tu dois vendre tes CHSB. Et si tu fais ça sur une valeur importante, ça va pas faire du bien au token. Donc du coup, nous, on n'a jamais voulu rentrer, on n'a pas encore réussi à rentrer là-dessus. Pour les tokens de l'entreprise, de toute façon, c'était toujours été très clair qu'on le fera jamais. Et je dirais, le but vraiment de Swissborg Token, c'est d'avoir cette gouvernance, être la possibilité de devenir premium member et bénéficier de tous ces différentes utilités au sein de l'app. Après chaque layer qu'on est en train de créer, on essaie de trouver une nouvelle utilité. Là, avec le Launchpad, on n'a pas encore une utilité qui est claire, mais on a déjà pensé à pas mal de trucs dans lequel finalement le Swissborg Token peut avoir une utilité claire et à mettre après en pratique. Et d'ailleurs, le CHSB, je suivais un petit peu pendant la crise, un petit peu FTX ou les semaines avant, les semaines après. C'était un des tokens. Alors, je sais qu'il y a une grosse communauté, Swissborg, et ça fait quand même plaisir d'être soutenu, je pense, par beaucoup de personnes. Mais le CHSB, c'est celui qui s'est peut-être le mieux comporté, qui a le plus résisté un petit peu à cette période d'ouragan. Justement, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période-là, pendant cette période FTX parce que il y avait peut-être une crise de confiance, on va dire, globale. Il y avait aussi beaucoup de questions que les utilisateurs se posaient, beaucoup de FUD aussi sur beaucoup de plateformes. Swissborg n'a pas été forcément impacté, mais forcément toutes les SEX en général ont été un petit peu dans le collimateur soit de lanceurs d'alerte, soit d'utilisateurs ou des personnes qui faisaient leur propre enquête. Comment vous avez réagi? Quelles actions vous avez prises? Comment c'était chez Swissborg à ce moment-là? Est-ce que vous avez pris des mesures, en particulier en termes de communication, en termes de marketing, en termes de confiance pour justement rétablir cette confiance? Comment ça s'est passé dans les coulisses? Ce qui est vraiment triste, c'est que juste une semaine, même deux semaines avant, on avait vraiment
Mais c'était génial. On a sorti les cartes de débit où les gens peuvent déposer et payer en carte de débit. On a sorti les thématiques, le premier index où les gens peuvent vraiment être propriétaires des data, mais propriétaires des cryptos, je veux dire. Et puis le CHSB, il fait partie de ces thématiques-là. Donc il y avait énormément, le vent il était vraiment dans la direction, le token se passait bien. Il y avait tout était génial. Et le token, je sais pas, il est pris 70%, je sais plus. Et puis FTX arrive. Et avant de continuer cette interview avec Cyrus, petit big up au sponsor du jour qui est ici Ovaly, qui est un projet d'envergure développé par BAMK Sport, qui était un jeu de fantasy de rugby et qui a pour vocation d'être le Sorare du rugby. Et derrière le projet, eh bien, il y a tout simplement Fantasy Rugby World qui a fédéré déjà plus de 40 000 utilisateurs. Il y a également Pirates derrière, Hera et Mark Chain, et Antoine Dupont qui est le meilleur joueur de rugby au monde. Et Ovaly est le seul à avoir remporté l'appel d'offres de la Ligue nationale de rugby et a donc l'exclusivité des droits avec tout le top 14 et le pro D2 et tous leurs joueurs. Et donc ils ont prévu pour début 2023 une sorte de Sorare du rugby. Il y aura un token de l'écosystème qui est adopté par les clubs et qui servira également dans le jeu. Et dans quelques jours, exactement le 21 et 22 décembre, il y aura les premières enchères. Je te mets le lien en description si tu souhaites y participer. Et il y aura des avantages pour les hodlers de ces NFT là, comme par exemple des maillots dédicacés, de rencontrer des joueurs, être spectateur de certains matchs. Bref, je te mets le lien en description de ce projet-là. En tout cas, merci à eux d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et repassons à l'interview. Oh merde. Après, nous, on sait qu'on était... Voilà. Personnellement, est-ce que je connaissais Sam? Oui. Est-ce que personnellement, on n'a jamais travaillé avec Sam? Jamais travaillé avec Alameda? On n'a jamais travaillé avec FTX. Donc, et puis, on n'a jamais fait de lending. Donc, on savait que on n'allait pas la voir de trop de stress. Après, il faut toujours regarder sur les protocoles DeFi. Donc, à ce moment-là, on avait déleveragé un peu quand même le DeFi. On avait fait on avait tout fait pour bien comprendre que s'il y avait sur curve faire des stress tests sur un peu tout. Les premiers jours, ben, c'était génial. On avait plein de fonds qui venaient d'autres plateformes. Donc ça, c'était très bien. Après, quand CZ a dit qu'il voulait plus racheter FTX, la faillite est arrivée, puis tout le Genesis, bon bref, et puis d'autres plateformes qui sont super et malheureusement qui sont connectées à eux, ça fait vraiment de la peine. On a commencé à voir la même chose que quelques plateformes, donc les gens qui commencent à avoir peur. Mais en général, c'est vraiment les gros whales ou les gros dauphins qui se disent ah bon, je vais mettre un peu sur mon cold ledger, puis je reviendrai si jamais tout se passe bien quoi. Donc il y a eu très peu de personnes, il y a eu moins d'1%, je crois 1% maximum de tous les assets qui sont partis, genre donc 7 millions je crois. Et puis de net outflow. Et je dirais que à ce moment T, en fait, nous on était en train de préparer tout un dossier sur la transparence de comment Swissborg était établi. Et là, il y a ce nouveau truc de Proof of Reserve qui arrive, qui est sympa, mais bon, bref, pour des secs, c'est vraiment un truc qui est sympa, mais c'est juste pour dire, regarde, la taille de mon truc, c'est grand. Ouais, bon, génial. Et ça te met ni liability, ça te met ni les fiats que tu as, ça ni derrière qui est responsable de la société, où sont tes beneficial holders, qui sont tes shareholders, où est-ce régulé, où est-ce que tu es en opération de risque, comment tu fais ton stress test, comment tu es régulé, comment tes wallets sont pas contingent avec ceux des utilisateurs, quelles sont tes activités derrière, est-ce que tu as des sociétés écrans, tout ce qu'il faut faire pour faire des vrais solvency. Donc Binance a apporté ce truc-là, on a trouvé ça cool. Et on s'est dit, mais attends, ça c'est 1% ou 5% de vraiment on devrait aller pour arriver à masse adoption. Et Coinbase est beaucoup plus avancé sur ce sujet-là parce que c'est une société publique, donc ils sont obligés. Pas dire que Coinbase est plus safe, juste Coinbase est beaucoup plus avancé sur ce sujet-là. Et là, on a fait tout ce Trust Transparency Report in Swissborg We Trust. Et je crois que ça a été vraiment bien perçu par les utilisateurs. Et puis ils voient, en gros, notre structure légale, comment on a fait pour mettre en place, qui sont les beneficial holders. Derrière Swissborg, c'est pas Cyrus en fait. Il y a plein de différents d'autres associés. Tout le monde sait qui c'est. On est dans les pays où on est régulé où on est.
Ça crée, je pense, une bonne atmosphère et je pense pour les années qui vont suivre, ça va être de mieux en mieux. Et puis, toutes les cryptos qui sont à droite à gauche et qui n'ont pas ces structures, qui n'ont pas cette transparence, ben, je pense qu'ils auront une difficulté. Parce que pour un DEX, peut-être que tu peux le faire, il y a encore. Parce que derrière un DEX, on sait très bien qu'il y a quelqu'un qui manage la private key derrière un DEX. Donc, je pense que tous ces sujets-là, ils vont être de plus en plus importants. Et puis je pense que là, avec FTX Japon, nous, à l'époque, on s'était enregistré avec l'FCA au Japon. Et justement, on avait vu en fait à quel point ils étaient avancés par rapport aux autres, par rapport au fait comment si tu fais du custody, tu peux pas être un échange et ainsi de suite. Et je pense que les régulateurs vont imposer ça dans le monde entier, et spécialement avec MiCA en Europe. Et du coup, les différentes sociétés qui ont en base ces différents, cette approche ne pourront plus en fait offrir leurs services en Europe. Et de ce fait-là, ben, nous on se positionne vraiment bien pour l'Europe, je pense. Et justement, en parlant un petit peu j'allais poser une question par rapport aux concurrents, mais il n'en reste plus beaucoup avec. On va dire que c'est horrible. C'est horrible. Mais quels sont les avantages concurrentiels que propose Swissborg par rapport aux très peu de concurrents qui restent actuellement sur le marché? Comment vous arrivez à vous démarquer par rapport à ce que les autres proposent? Vous tablez sur quoi en particulier? Ouais, je pense que chacun aura toujours une façon différente de voir les choses. Je pense que nous, on a toujours voulu être simple, on a toujours voulu être aussi safe et on a toujours voulu être communautaire. Ça a vraiment été ces trois trucs parce que si t'es pas simple, honnêtement, c'est quand même, tu parles juste à des initiés, puis des initiés, bah, tu vois, ça va couvrir 0,1% de la planète. Et nous, le but, c'est d'arriver à l'adoption de masse. Le côté safe, je pense, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important, qui vient de ce côté européen, ce côté francophone, ce côté suisse. Parce que l'Europe, on aime bien, on a une tradition qui est assez longue, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit en Grande-Bretagne. On a une culture qui vient de qui est très vieille. Et on aime préserver cette culture. Et puis, je pense qu'en Suisse, côté wealth management qu'on a toujours voulu avoir, ben, ça fait 500 ans que les banques existent, ça fait 200 ans qu'ils font du wealth management. Et ces banques, ils n'ont pas vraiment changé, en fait. Et je crois qu'on a toujours eu ce mindset, pareil, sur les Swissborg, c'est côté safe, de lister moins de tokens. Est-ce qu'on a fait des erreurs? Bien sûr qu'on a fait des erreurs. Mais est-ce qu'on a fait des grosses erreurs? Non, on n'en fera jamais des grosses erreurs. Et c'est ça le wealth management. C'est que tu prends du risque calculé, t'essayes de gagner et faire cumuler ton patrimoine, mais t'essayes jamais de te faire wipe out. Et en fait, aux États-Unis et très souvent en Asie, tu as deux différents mindsets qui est du trading. Et on le voit avec les CFD, on le voit avec les gens qui font du margin trading. Ils font 1000% et après, ils perdent 100%. En Asie, c'est du gambling. Les gens, c'est pas plus du trading, c'est du gambling. Vraiment, je mets 10 balles, je gagne 1000 et le lendemain, je pars à 1000 et puis c'est dans la culture. C'est juste culturel et c'est pas grave. Il est né à ce qu'il en est. L'Asie, la plupart des pays, à part le Japon, ça fait moins de 10 ans que les gens ils ont le droit de participer dans le monde des stocks et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau et ça va évoluer. Nous là-dessus, on joue la carte safe. Et la dernière carte qu'on essaie de vraiment jouer qui est différente, c'est côté communautaire. On est né dans une ICO il y a plus de 5 ans maintenant, hein, ça fait 5 ans et quelques jours. On a vécu 2018, 2019, on a vécu 2020, 2021, on a survécu 2022. Et on fait ça avec la communauté comme vous faites, toi Julien, Grégory, il y a de personnes. Le côté communautaire qui fait que on est approchable, n'importe qui peut nous parler, n'importe qui peut voir ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on fait notre série A avec notre communauté une fois de plus. Donc, token holder, les gens sont en train de devenir partenaires. En 48 heures, il y a plus de 7000 personnes qui sont partenaires chez Swissborg. Partenaires. C'est pas on tient un token. Les gens sont partenaires, auront une transparence totale, surtout, et une transparence légale. Ça veut dire qu'ils ont le droit de voir tout ce qu'on est en train de faire. Donc, on essaie de faire un peu changer ça à travers ce simple, safe et communautaire. Et puis ouais, je pense que les gens, ils apprécient le côté humain qu'on a finalement chez Swissborg. Ouais. Justement, tu me fais une
une bonne passe par rapport à la prochaine question qui était justement sur cette levée de fonds. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi cette levée de fonds et quels avantages ça aura pour Swissborg et aussi quels avantages auront les utilisateurs à investir chez Swissborg? Si tu peux nous parler un petit peu du pourquoi et comment on peut éventuellement y participer pour ceux qui sont intéressés. Ouais. Donc, on a fait cet ICO il y a 5 ans et depuis, on n'a jamais levé de l'argent. On a toujours réussi à vivre sur les revenus qu'on faisait et sur l'argent qu'on avait levé. Et puis, l'année dernière, on avait beaucoup d'opportunités, des personnes voulaient nous racheter, des personnes voulaient investir, tout ça. Mais à chaque fois qu'on parlait des venture capital, des private equity firms à différents échanges, ils voulaient toujours modifier énormément notre ADN et modifier notre roadmap et modifier le fait qu'on voulait être communautaire et autres. Et du coup, il y avait toujours jusqu'au bout des couacs qui faisaient que on sentait pas, il y avait un manque de feeling. Et puis, il y a 6 mois, on s'est dit, mais comment on pourrait lever, où tout le monde pourrait lever de l'argent, où tout le monde pourrait devenir actionnaire de Swissborg. Et puis, on s'est penché plus sur cette question. Il y avait toujours cette idée de faire le launchpad. Et de ce fait-là, on a dit, bon, en fait, on va faire exactement ça. On va faire une levée avec notre launchpad où les gens, cette fois, n'achètent pas, en gros, un token. Ils achètent une participation, les mêmes shares que moi au sein de Swissborg, à travers une SPV. Donc, pour les gens qui ne savent pas, c'est une SPV. C'est une société qui investit ensuite dans notre société. Mais c'est les mêmes parts. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est légalement beaucoup plus facile. Et point de vue organisationnel, c'est primordial. Avoir 10 000 personnes shareholders d'une société aujourd'hui, c'est juste pas possible. Point de vue légal, régulatoire et autres. Et du coup, on s'est dit, on va lancer ce launchpad, qui est notre 5e layer aujourd'hui, et dire, on va offrir ça ensuite à d'autres sociétés, mais comme n'importe quelle situation, brace, on prend toujours, on se sert d'abord nous, puis ensuite les autres. Ce qui est important, et dire à tous nos utilisateurs, c'est que vous pouvez garder vos tokens, vous pouvez continuer à être premium, vous allez toujours avoir plein de différents pouvoirs au sein de l'écosystème et l'application Swissborg. Mais si vous désirez être actionnaire, avoir des parts des parts dans la société, vous pouvez aussi, parce que forcément il y a de la valeur dans les deux. Et aujourd'hui, à travers l'app, n'importe quelle personne qui a fait son KYC, son niveau 1 et 2, donc la justification d'identité et aussi de domicile, peut acheter à partir de 100 € des parts au sein de chez Swissborg. Et le but, c'est de permettre de ces gens-là d'acheter ces parts aujourd'hui. Ces parts peuvent évoluer par la suite et de devenir actionnaire à part entière chez nous, quoi. D'ailleurs, il y aura un système comme une action classique, il y aura des dividendes, c'est comme une action classique. Comment ça fonctionne? Ouais, alors des dividendes, never say never comme on dit, mais je pense pas qu'on va distribuer des dividendes tout de suite, parce qu'en général c'est assez rare de distribuer des dividendes. Même Warren Buffett dira, si une société qui a moins de 10 ans distribue des dividendes, ça veut dire qu'elle ne sait pas investir son argent de façon efficiente. Et surtout dans les sociétés technologiques en général. Donc, mais cette action, que je trouve ça clair, elle n'a pas beaucoup d'utilité, c'est pas comme un token, hein. En revanche, elle représente une part sociale. Dès qu'on va faire des levées à une valorisation plus haute, elle va s'apprécier. Par la suite, on tokenisera probablement cette action-là. Elle pourra être échangée à travers l'application de Swissborg. Et puis l'idée, d'ici 5 ans, c'est de faire une IPO sur un marché public et de ce fait-là, de le rendre encore plus liquide et d'avoir une appréciation meilleure. Donc, ce qui est intéressant d'une action, c'est qu'aujourd'hui, une société en général, elle a de la valeur. La valeur peut être prise aujourd'hui dans ses parts. Et de ce fait-là, tous les acteurs traditionnels voient énormément de valeur dans la part. Moi, je vois de la valeur dans le token et dans la part. C'est deux mondes différents, mais c'est deux mondes qui sont quand même assez liés à l'une à l'autre, même s'ils ont des utilités très différentes. Justement, il y avait pas mal de personnes sur la communauté. Alors moi, j'avais pas suivi l'actualité Swissborg ces quelques semaines, mais il y en a beaucoup qui me parlaient d'une carte Swissborg. Ouais. Et je regardais sur le site avant de préparer l'interview que
si tu investissais 1500 CHF ou 1500 USDC, tu pouvais avoir cette fameuse carte. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Et quelle sera l'utilité aussi de cette carte-là au quotidien? Ça sera une carte crypto où on pourra dépenser au quotidien? Ouais, exact. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, pour ceux qui sachent, on avait comment des sociétés crypto, on n'avait pas trouvé des comptes en banque pour faire des paiements. Et du coup, tous nos expenses, c'était super complexe, tout ça. Et moi, j'avais une carte magique. C'était une carte Zappo dans laquelle je mettais des bitcoins. Puis j'avais mis, je sais pas, peut-être 50 bitcoins à l'époque. Et puis, on parle du bitcoin à 1000 balles. Hein. J'ai mis 50 000 balles. Et puis, les gens ils utilisaient cette carte pour faire tous nos expenses. Puis cette carte, elle était magique parce qu'elle elle faisait que s'apprécier, en fait. Donc, c'était vraiment la carte magique qu'on appelait. Et Xapo a été racheté par Coinbase. Et c'est vrai qu'on a eu Crypto.com qui ont fait un super job pour les cartes. Et pas vraiment d'autres sociétés. Il y en a eu quelques-unes, mais on n'a jamais vraiment eu WireX, Coinbase et d'autres, Binance, what, mais il n'y a jamais eu vraiment beaucoup d'offres qui étaient aussi bien que je trouve que Xapo. Et moi, tu as toujours été du coup mon rêve personnel d'avoir une carte. Et la communauté a toujours voulu avoir une carte Swissborg parce que c'est cool d'avoir quelque chose de plastique ou quelque chose de métal, d'avoir une carte de membre, ça fait un peu carte de membre aussi, hein, et d'avoir une possibilité de exactement déposer ses cryptos ou même ses fiat, hein, et pouvoir dépenser avec Swissborg. Et comme on célèbre le premier layer au départ sur les 7 layers de Swissborg, et le premier c'est le paiement et les dépenses. Les dépenses, on a fait le smart chain, mais on n'a jamais rien fait de plus. On s'est dit, en levant 10 millions sur la public sale, chaque personne qui investit plus de 1500 euros ont des parts de la société. Ceux qui investissent 100 euros aussi à des parts de la société aussi. Mais en plus, celui qui investit 1500 et plus, il aura une carte spéciale. C'est une carte partenaire qui est édition spéciale. Quels seront les perks et les utilités derrière? Je ne peux pas les dévoiler, malheureusement, on les garde en surprise parce que c'est l'équipe produit qui voudra vraiment faire l'offre par la suite. Mais en tout cas, c'est une édition spéciale, ça c'est certain. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 4000 personnes ou plus qui ont investi plus de 1500 euros. Et de ce fait-là, il y aura déjà toutes ces personnes-là. Si on arrive forcément aux 10 millions de commits, mais je crois qu'on est déjà à 6 millions, donc je m'en fais pas pour les 10 millions. Ok, et cette carte, elle va arriver à horizon de l'année prochaine, fin d'année prochaine. Tu peux pas nous dévoiler quelques exclus là-dessus? Alors, je vais faire des exclus. Ce qui est très bien, c'est que là, il y a 2 sociétés dans lesquelles peuvent nous les produire. Dans une société, on est déjà connecté à elle. Et de ce fait-là, en fait, légalement, techniquement, ça serait très facile pour nous de faire les premières étapes. Ensuite, de permettre de créer le wallet et de voir comment il se positionne dans l'application, tout ça. Les screens n'ont pas été développés, juste pour être clair, même si des équipes sont en train de travailler dessus. Et le mécanisme de change et de voir les différentes utilités, dire si tu dois staker tes CHSB pour dépenser tes CHSB ou autre. Donc tous les différents, l'évolution du produit, ça n'a pas été encore fait. Donc je dirais qu'il y a un tiers du travail qui a été fait, il reste encore bien 2 tiers. C'est toujours difficile. Moi, j'adorais, hein. Je peux plus le faire parce que je sais que je me trompe à chaque fois. Et à chaque fois que je me trompe, les gens, ils sont énervés. Donc, comme je dirais toujours, c'est soon. Et puis voilà. Ok. Justement, on parlait un petit peu. Alors, je sais on a parlé des différents projets de Swissborg. Ce que vous avez fait les derniers mois avec l'arrivée, justement, t'en parlais des thématiques Web3 qui permet en fait d'investir en one time sur un panier d'actions, un peu comme des ETF, mais en mode crypto via l'application Swissborg. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en parler auprès de la communauté, mais j'en parlerai sûrement en intro ou en outro de cette vidéo-là. L'arrivée de la carte, la levée de fonds, vous arrêtez plus? Vous avez encore des projets derrière ou vous allez vous calmer un petit peu? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont un petit peu dans les cartons ou
Ou il y a déjà ça à mettre en... Euh, quels sont les projets dans les prochains mois, dans les prochaines années? Et s'il y a d'autres choses, je sais que c'est déjà énorme ce que vous faites, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont dans les cartons et dont tu voudrais évoquer? ouais, il y a d'autres choses, heureusement et malheureusement. On s'arrête jamais, c'est clair. Et là, tu es en train de te poser la question de la Bah, vie. en fait, maintenant, on a une, ouais, Qu'est-ce qu'il peut on a dire? une force de frappe qui est très différente. Il faut pas oublier, en fait, chez Swissborg, on est peut-être 230 employés, mais on a à peu près 110 ingénieurs, en fait. Et comme on contrôle notre tech, étant donné que c'est nous qui la créons, ben, et puis on a des gens qui sont passionnés. On a vraiment des gens. Alors je dis pas, c'est clair, cette fin d'année, les gens ils sont un peu fatigués, hein. J'espère que la semaine de Noël va permettre de se reposer pour certains. Euh, on a clair et net beaucoup de choses dans le pipeline. Euh, si tu parles à Anthony, si tu parles à moi, si tu parles à Nicolas, notre CTO, si tu parles, chacun a quelque chose de mon frère, chacun a quelque chose de différent à dire et qu'est-ce qui va le carton l'année prochaine. Moi, il y a deux gros thèmes qui, je pense, qui vont changer le game à jamais de Swissborg. Je suis vraiment bullish. Après, est-ce que ça va délivrer dans les temps? Est-ce que ça va bien être reçu par la communauté? C'est toujours ça. C'est là où c'est différent. Anthony parle des mandats. Nicolas parle des multi-chain et plein de différents trucs super cool. Moi, je parle vraiment. Moi, qui me touche, c'est de la monétisation de la data. Et je pense que c'est le thème l'année prochaine avec Twitter, c'est le thème avec Sweatcoin et les prochains et toutes ces sociétés avec Lanster. Je vais probablement bah, bref, je vais pas probablement en parler, mais voilà, il y a vraiment cette volonté de monétiser de la data et c'est vrai que chez Swissborg, aujourd'hui, ben, si tu fais des référals, tu monétises ta data, tu monétises en tout cas ton temps. Nous, on aimerait vraiment que, encore plus, arriver à faire à expliquer ce qu'on fait au sein de l'app de Swissborg pour qu'on ait vraiment la possibilité de comprendre pour des nouveaux, mais aussi des gens qui sont plus passionnés, mais vraiment comprendre en fait comment chaque personne doit se positionner à travers la gestion de son patrimoine. Et ensuite, comment monétiser ces actions-là. Je peux pas en parler plus, sinon je vais me faire taper par ceux qui sont en interne. La deuxième verticale pour moi qui est vraiment importante, c'est justement ce Launchpad. Et moi, mon rêve, c'est de voilà commencer à offrir ça à d'autres sociétés dans lesquelles nous, on est vraiment fans. Des sociétés technologiques, ils ont des millions, des centaines de millions d'utilisateurs, des jeux vidéo qui ont des centaines de millions d'utilisateurs, et comment ces utilisateurs peuvent finalement devenir actionnaires. Et je pense que c'est ça le but de gestion de patrimoine. C'est pas de dire, ah, ben, je gagne 10%, je gagne 12%, je vais choisir 12%. C'est dire, non, je back toutes ces sociétés-là parce que je joue à leur jeu, je utilise leurs produits et je pense que leur philosophie est en fait juste par rapport à moi, en fait. Tu vois, si t'es à fond la forme, bah, vas-y, on fait un truc pour le décathlon, t'es un sportif, et on fait un crowd sale de Decathlon dans lequel, je sais pas, on arrive à avoir 1% de nos actions et tout le monde devient shareholder de Decathlon à fond la forme, quoi. Et je pense que c'est ça le futur du gestion de patrimoine. C'est pas dire j'ai investi dans stock A parce qu'il y a une 12% et stock B, j'ai investi pas parce qu'il fait 8%. En fait, c'est pas ça l'important, parce que un jour il va faire 10%, l'année d'après il fera 6%. Et en fait, on voit bien que Warren Buffett, pourquoi aujourd'hui c'est un des meilleurs investisseurs de l'histoire, c'est que ben lui, il est investi en Burger King parce qu'il mange des Big Mac tous les jours, du bois du Coca ou il boit des trucs. Il adore les produits. Que c'est à juste ou à défaut, on s'en fout. Ça, on s'en fout en fait. C'est de comprendre en fait qu'est-ce que toi tu aimes et qu'est-ce que tu veux supporter pour avoir ces produits, pour avoir cette philosophie derrière. Et je crois que dans le Serie A de Swissborg, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui nous supportent parce qu'ils pensent qu'il y a vraiment un potentiel et qu'on va bien sûr lever à d'autres séries et on va voir des profits qui vont s'engendrer et avoir une valuation qui va augmenter. Mais je pense qu'ils investissent parce qu'ils veulent voir des nouveaux produits et puis surtout ils pensent que démocratiser la gestion de patrimoine c'est important pour eux.
Et c'est ça qui fait le mandat d'investissement qui soit clair et qui soit réussi, je pense, en général. Oui, d'ailleurs, tu parlais de la levée de fonds et peut-être l'intérêt qu'a un utilisateur à y participer. Si tu me dis pas de bêtises, et je te parle entièrement de mémoire, je pense que Swissborg a pas loin d'1 million d'utilisateurs, je crois 700 000, si je me trompe pas. Si Ouais, on fait une comparaison par rapport à Binance, qui est number one, et qui est pas sur le même type de produit ni de service que Swissborg, bien sûr, eux, ils sont à peu près entre, je crois, 70 millions peut-être, à quelques 10 millions près. 70 millions d'utilisateurs global, donc on va dire qu'il y a quand même une marge de manœuvre au niveau de Swissborg. Mais justement, je regardais un petit peu. Alors moi, enfin, on se connaît pas. C'est la première fois d'ailleurs qu'on se ouais, parle. c'est vrai, bizarrement, ouais. C'était De temps en plaisir temps, on se d'ailleurs. voit sur des événements, mais voilà, on se connaît pas et c'est l'occasion aussi de discuter, d'échanger, de parler de ce genre de sujet. Mais je regardais justement la Serie A. Moi, comme je te disais, je suis quelqu'un de challenge. Je regardais, en fait, il y a pour le meilleur parrain, pendant la Serie A, tu peux gagner une Tesla aux couleurs de Swissborg. Comment ça fonctionne ça? Parce que je suis en train de me dire, tiens, pourquoi pas essayer de bombarder de parrainage Swissborg, faire gagner la voiture et la faire gagner à un abonné. C'est ce que je suis en train de me dire en lisant ça. Donc, Bah, à la base, c'était une blague que moi j'avais lancée à l'interne et j'avais pas du tout compris que ça allait partir à l'externe. Mais vraiment, vraiment, je pensais que c'était une blague. Et du coup, j'ai appris ça dernièrement aussi. Du coup, j'ai demandé ce que c'était. Alors, en gros, bah, voilà, depuis notre ICO jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est grâce à des personnes comme toi qui sont des gens qui sont intègres, des gens qui ont une communauté qui est forte, qui est là dans les mauvais moments et les bons moments, ce qui n'est pas toujours le cas avec beaucoup d'influenceurs, comme tu le sais très bien. hmm. Et on sait très bien que beaucoup d'influenceurs ou d'économistes et autres, ben, dès qu'il fait beau et dit qu'il fait beau, ils sont contents. Dès qu'il pleut et dit qu'il devait faire beau, ils suppriment la vidéo, quoi. Et on pense que le monde de demain, ben, c'est clair. On aura toujours besoin d'avoir des grosses communautés et d'avoir des personnes qui puissent éduquer et avancer avec ces communautés-là. Donc, on s'est dit, bah, monsieur tout le monde ou quelqu'un qui est un économiste ou qui a une communauté peut faire profiter de ce deal-là et pousser les référals pour qu'on ait réussi à grossir. Et pour ça, bah, la personne va en principe gagner une Tesla. Je dis en principe parce qu'il faut juste que légalement que ça soit approuvé. Je suis pas sûr à 100% que c'est approuvé, Hmm. mais je pense que oui, sinon on l'aurait pas dit. La seule différence, c'est que cette Tesla, parce que moi j'ai une Tesla, c'est pour ça, qui devait être super brandée Swissborg et tout, j'ai juste pas eu le temps. Ça fait, bon bref, dernièrement j'ai pas eu le temps. Et la personne devra avoir cette voiture Tesla, mais qui soit super brandée Swissborg un peu de partout. Donc c'était ça le deal. En revanche, j'ai pas vu qu'est-ce que c'est la Tesla. J'imagine que c'est la 3. Et puis, je sais pas quelle couleur, je sais pas comment la Swissborg Mobile, à quoi elle va ressembler, quoi. Voilà. Donc en fait, la personne qui gagne la Tesla Swissborg est obligée d'avoir le flocage Swissborg à vie. C'est ça le deal. Je crois que c'est ça le deal. Ouais. Après, C'est ouais, plus voilà. impossible de la retirer, quoi. Et l'idée, c'était un QR code. Bah, je sais que moi, l'idée, c'était de faire un QR code et que les référals qui venaient de moi, je prenais pas l'argent, mais je l'offrais à une. C'était ça le but, que mon QR code, en fait, chaque personne veut un QR code, ça va à une fondation, en fait, sur Hmm. l'énergie renouvelable. Donc, ça, c'était mon deal, en tout cas, ce que j'avais à l'interne, que j'ai acheté ma Tesla avec mon argent, juste pour être clair. En revanche, pour la personne, en tout cas, c'était clair d'avoir quand même ce branding Swissborg, tout ça, à vie sur cette voiture. Donc voilà. Parce qu'au moins ça ferait le buzz et puis ça serait drôle et ainsi de suite, quoi. Mais carrément, moi j'ai pas vu ça. Et puis quand j'étais en train de regarder sur la Serie A, je vois le parrainage, une Tesla gagner, je me suis dit, tiens, je vais bombarder mon referral pour gagner la Tesla et la faire gagner à un abonné qui lui, Ouais, ça serait génial. Ça serait génial. Parce que moi j'ai déjà une Tesla et puis ramener la Tesla de Suisse aux États-Unis, ça va être un peu compliqué. Mais j'ai envie Ouais, de faire en sorte que les abonnés, eh ben, ils soient. ouais, ça serait très cool. Voilà, je vais Ouais, réfléchir ça à serait ça. On très va cool. voir si c'est un peu comme toi. Des fois, je prends les pincettes parce qu'entre ce qui est possible de faire, ce qu'on va faire et comment le faire, il y a tout Ouais, un.
Mais j'avais cette Euh, idée-là, je fais tiens, je vais mettre mon referral bah, Après, sur les pays, à mon avis, ce ne sera pas un problème parce que de toute façon, j'imagine qu'on achèterait la Tesla en fonction d'où la personne est. ouais, Donc, sinon, les matriculations, tout ça, c'est bon, c'est trop compliqué. ouais. Mais, Moi, c'est surtout mais je veux redonner juste être légalement, en fait, bien sûr. parce que je sais que le produit l'ont poussé marketing, je sais pas si Justine, mais je crois que faut que je regarde. Ok, ça marche. Bah écoute, Cyrus, c'était vraiment un plaisir d'échanger, justement, de parler un petit peu du marché et aussi de Swissborg, qu'est-ce que vous aviez en ce moment comme projet. Donc, sauf si tu veux rajouter un petit mot, on va close là-dessus. Si tu veux dire un dernier mot à la communauté qui te suit, j'ai mis un petit message sur Twitter hier. D'habitude, sur Twitter, je parle d'interviews, les gens, ils partent. Mais là, ils sont tous venus en train de retweeter et poser quelques questions d'ailleurs que je t'ai posées. J'essaie de rassembler un petit peu les questions de la communauté en plus de mes questions-là. Si tu veux envoyer un petit message, c'est le moment. J'ai une réponse et une question pour toi d'abord. Bien J'aime sûr. bien, à chaque fois qu'on m'interviewe, moi j'aime bien aussi donner juste une question à l'intervieweur. Pas de problème. Toi, Julien, Ouais. dans la crypto, qu'est-ce qui te fascine le plus? Le côté financier, le côté produit, technologie ou la philosophie qui est derrière? Je dirais la philosophie en premier, mais ce qui m'attire aussi, c'est ce côté puissant fond, où moi je suis quelqu'un qui cherche toujours chaque jour à essayer d'apprendre une nouvelle chose. J'ai du mal à me coucher, c'est quasiment impossible que je me couche le soir sans apprendre une nouvelle chose, que ce soit en lisant un livre, un article, en faisant une rencontre comme avec toi, et toujours apprendre des nouvelles choses. Tu vois, la Serie A, honnêtement, pour être complètement transparent, je pensais même pas investir dessus, mais aujourd'hui, je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant. Et Mhm. donc, qu'est-ce qui m'attire à la crypto, c'est pas tant l'aspect financier, alors c'est aussi l'ouverture et la possibilité de, pourquoi pas, de se créer un futur meilleur, un petit peu plus wealthy, en quelque sorte. Mhm. Je parle pas en un mois ou 6 mois, mais plus Ouais, long terme. sur long terme, tout à fait. Et c'est aussi ce côté puissant fond, c'est-à-dire qu'il y a toujours de nouvelles choses qui apparaissent dans la crypto. Il y a eu les ICO à un moment, il y a eu les play to earn, les thématiques. Il y a toujours quelque chose de nouveau, alors que la bourse, finalement, c'est un petit peu chiant. C'est-à-dire que, ouais, ok, tu as des actions qui sont liées à des sociétés, tu peux investir dedans. Tu as l'histoire de dividendes, tu as l'aspect Mhm. gouvernance aussi qui est important en te disant, tiens, je peux avoir un poids sur cette société-là. Mais c'est vraiment la crypto dans l'ensemble, la technologie derrière, qui est pour l'instant hyper sous-estimée, mais c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Mais c'est surtout aussi ces changements, ces possibilités. En fait, c'est vraiment un livre ouvert qui est tout nouveau et sur lequel, en fait, on peut écrire l'histoire sous différents rapports, sous différents aspects, en apportant sa patte, une originalité ou une créativité. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans la crypto, c'est cette soif de connaissance, pour Je suis résumer. 1000% d'accord. Ouais, j'adore la philosophie, la décentralisation. Et puis, je reviens là-dessus. C'est juste le- la possibilité indéfinie de tout ce qu'on peut faire, quoi. C'est Mm. vraiment, la technologie, c'est génial, quoi. Mm. Le, juste une réponse. Sinon, Roman Springers va être triste. Je crois il t'a tweeté une question et je vais quand même Ah merde. la répondre. C'est par rapport au logo. Et c'est vrai Ah que oui, j'en parle jamais, en fait. j'y ai pensé pendant l'interview, mais je ne sais pas. L'ancien logo, qui était un peu plus complexe, t'avais un côté qui était vert et gris, je crois que c'était ça, vert et gris. Et du coup, il y avait côté suisse et bord. Et si tu regardais, je suis vraiment parti loin sur ce truc-là, ça faisait un peu un cerveau, ça faisait un peu après un réseau. Si tu regardes bien dans l'ancien, tu vas voir le S et le B, et puis tu as le signe de l'infini maintes fois qui se fait en fait. Donc ça, c'était le premier logo. Et le deuxième logo qui a été fait par Jacques, notre cher Suisse allemand qui fait tout l'UX et qui gère tout le UI chez Swissborg, il a dit sympa Cyrus, mais voilà le nouveau logo, qu'est-ce que t'en penses? Et au début j'ai eu du mal et après
après une semaine, je dis, ah non, en fait, tu as super raison. Donc, on a repris le pareil. Maintenant, le S et le B est difficile à voir. Il y a le truc qui reste pareil, l'écosystème, un peu le cerveau qui reste. Et puis voilà. Parfois les logos, ça vient de l'interne. Et puis après, ça se design d'une façon qui est assez abstraite. Et puis tu trouves plein de trucs au sein du. Mais je pense que par contre, c'est vraiment important. Si je peux me permettre une dernière chose. Alameda, j'ai toujours su que c'était une avenue qui était vraiment pas claire. On le savait tous. Il y avait des trucs qui puaient. Si vous regardez ce que c'est Alameda en espagnol, ça veut dire une ruelle où il y a beaucoup d'arbres, où il y a la pénombre et on n'arrive pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ça que je dis toujours un nom d'une personne, un prénom d'une personne, d'une société, elle peut potentiellement avoir énormément d'énergie et par rapport à ce qui va se passer comme activité et autre. Et donc du coup, c'est assez important de choisir le bon logo, mais aussi le bon nom. Ah bah super. Merci Cyrus pour ton temps. Merci à toi. Pour tout et puis on se dit à bientôt. Ciao. À bientôt. Merci, ciao. Ciao. Et ça y est, c'était l'interview avec Cyrus. J'espère que tu l'as trouvé intéressante. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant ce genre d'interview parce qu'on arrive vraiment à aller en profondeur d'une plateforme, de leurs envies, de leurs ambitions, mais également d'avoir un avis un petit peu extérieur de personnes qui sont ancrées au quotidien de par leur travail dans l'écosystème crypto. Et c'est intéressant d'avoir ce recul, d'avoir cette perspective, d'avoir ce regard qui est forcément différent. Et je rappelle également qu'en utilisant le lien Swissborg, tu peux gagner entre 0 et 100 $ de bonus en déposant un minimum de 50 €. Bien sûr, ici, je ne préconise pas de laisser une grande quantité d'argent sur des plateformes centralisées, vu ce qui se passe, vu la tendance du marché. Et personnellement, moi, j'utilise les plateformes centralisées actuellement simplement pour échanger ou pour ma stratégie de DCA dont je t'ai parlé, mais je laisse pas une grosse quantité d'argent sur les plateformes parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et surtout actuellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Surtout, n'hésite pas à lâcher un like, t'abonner à ma chaîne et me mettre en commentaire quelle serait la prochaine personnalité que tu voudrais que je reçoive sur la chaîne, et je te poserai comme d'habitude des questions sur Instagram et sur Twitter pour préparer cette interview là. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, je t'invite à aller voir la playlist que j'ai préparée sur Swissborg si jamais tu es intéressé et tu veux en savoir plus sur cette plateforme là. Tu as la playlist juste ici. D'ici là, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très bientôt. Allez, ciao.